bonjour. Dans le chapitre précédent, nous avons appris à utiliser la deuxième loi de Newton pour décrire le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Ici, nous allons étudier toujours avec cette même loi le mouvement des satellites par rapport à la Terre et le mouvement des planètes par rapport au Soleil. Donc, on commence par grand 1, le référentiel d'étude. Donc, avant de faire l'étude en mécanique, on doit choisir un référentiel par rapport auquel on fait l'étude. Donc, pour les études qui s'effectuent à la surface de la Terre, on doit choisir un référentiel nommé le référentiel terrestre. Donc, quand on dit un référentiel, ça veut dire qu'on doit associer à ce référentiel un repère du temps et un repère d'espace. Donc, l'origine de ce repère est confondue avec le centre de gravité de l'objet. Et les trois axes sont dirigés vers trois étoiles lointaines supposées fixes. Mais la Terre tourne autour d'elle. Donc, je dois prendre en considération que la durée du mouvement ne doit pas dépasser 24 heures. La Terre tourne autour du Soleil. Donc, le meilleur référentiel dans cette étude est le référentiel héliocentrique. Elle est constituée par un repère qui serait positionné au centre du Soleil. Et les trois axes sont dirigés vers trois étoiles lointaines supposées fixes. Pour le troisième référentiel, c'est le référentiel géocentrique. Il y a un repère placé au centre de la Terre, d'accord? Donc au centre de la Terre, et les trois axes sont dirigés vers trois étoiles lointaines supposées fixes. Donc voilà, donc c'est le centre de la Terre, et les trois axes sont dirigés vers trois étoiles lointaines supposées fixes. Alors il est utile dans le cas du mouvement de la Lune autour de la Terre, ou bien dans le cas d'un mouvement, ou bien du mouvement des satellites autour de la Terre. Alors maintenant, on passe à la loi de la gravitation universelle. Donc, nous avons déjà vu la loi de la gravitation universelle en tronc commun. Donc, nous avons vu que les corps de masse différentes s'attirent mutuellement. Ça veut dire si on prend un objet B, ou plutôt A, de masse MA et un objet B de masse MB, donc entre les centres de gravité des deux objets, on a une distance D. Donc, il y a une force d'attraction universelle entre les deux objets. Ça veut dire que A exerce une force gravitationnelle sur B et B exerce une force gravitationnelle sur A. Donc, la force exercée par B sur A, c'est FBA. Et la force exercée par A sur B, c'est FB, ou plutôt AB. Donc, pour l'expression vectorielle de FAB et FBA, donc FAB égale, donc là, je dois prendre un vecteur unitaire, supposons le vecteur unitaire U dirigé de A vers B. Donc, c'est UAB. Alors, FAB égale, alors pour FAB, donc on remarque que FAB et UAB ont deux sens opposés. Donc, je dois mettre un moins. Alors, c'est G fois MA, MB sur D au carré, UAB. Alors que FBA égale. Alors, FBA et UAB, le vecteur unitaire, ont même sens. Donc, FBA égale G fois MA, MB sur D au carré UAB. Alors là, on passe aux caractéristiques de FAB et FBA. Donc, supposons FAB, donc les caractéristiques de FAB. Donc, les caractéristiques de FAB. Donc, on commence par le point d'application. Donc, le point d'application
Donc pour FAB, le point d'application, c'est le centre de gravité, ou bien c'est GB, ou bien le centre de gravité de l'objet B. Donc c'est GB. Pour la direction, alors pour la direction, c'est GB, GA. Donc c'est GB, GA. Le sens, donc pour le sens de FAB, toujours diriger vers l'objet B. Donc diriger vers l'objet B. Et pour la norme, ou bien l'intensité, alors pour l'intensité, FAB égale G fois MA, MB sur D au carré. Donc G, c'est une constante nommée la constante gravitationnelle. G égale 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 dans le système international. MA, c'est la masse de l'objet, A. MB, la masse de l'objet B. Et D, bien sûr, c'est la distance entre les centres de gravité, des deux objets. Alors pour FBA, c'est presque la même chose. Donc pour le point d'application, c'est GA. Pour la direction, c'est GA, GB. Pour le sens, elle est dirigée vers l'objet B. Et bien sûr, l'intensité, FAB égale FBA égale GMA, MB sur D au carré. Et bien sûr, MGC, c'est une constante universelle, c'est 6,67 fois 10 à la puissance moins 11 dans le système international. MA, bien sûr, elle est toujours, c'est la masse de l'objet A. Et MB, c'est la masse de l'objet B. Et bien, prenons un exemple de la Terre, ou bien le mouvement de la Terre autour, ou bien le mouvement de la Lune, par exemple, autour de la Terre. Alors, le mouvement de la Lune autour de la Terre, donc supposons c'est la Terre et la Lune. Donc, la Lune tourne autour de la Terre. Donc, la Lune de masse ML et la Terre de masse MT. D'accord? Donc, c'est la Terre, c'est la Lune. Alors, la Lune exerce une force gravitationnelle sur la Terre et la Terre aussi exerce une force gravitationnelle sur la Lune. Donc, la force exercée par la Lune sur la Terre, c'est FLT. Et la force exercée par la Terre sur la Lune, c'est FTL. Pour les intensités, FA, ou plutôt FTL, égale FLT égale G fois la masse de la Lune fois la masse de la Terre sur la distance entre la Lune et la Terre. Donc voilà, c'est D, donc c'est la distance entre le centre de gravité de la Terre et le centre de gravité de la Lune. Supposons c'est D au carré. Voilà, c'est l'intensité des deux forces gravitationnelles. On passe aux lois de Kepler. Donc on commence par la première loi de Kepler, ou bien la loi des orbites. Donc Kepler annonce, ou bien propose plutôt, que les planètes décrivent autour du Soleil des ellipses dont le Soleil est l'un des foyers. Donc c'est l'énoncé de la première loi de Kepler. Alors tout d'abord, on doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire une ellipse. Donc l'ellipse est une courbe fermée caractérisée par quelques caractéristiques. Donc je vais vous donner les caractéristiques de l'ellipse et après on dessine l'ellipse. Alors les caractéristiques de l'ellipse, on trouve l'origine. Donc c'est le point O, ou bien le point A, ou bien n'importe quel point.
deux points F et F', appelés des foyers. Elle est caractérisée aussi par le ou bien demi-grand axe, demi-grand axe. Donc le demi-grand axe, c'est un segment reliant les deux extrémités de l'ellipse. Bien. Alors, comment je peux dessiner l'ellipse? Donc, si je connais la distance F, F', je prends par exemple une boucle, d'accord, deux clous et un stylo. Et je dessine l'ellipse. Voilà. Donc ça, ce qu'on appelle l'ellipse. D'accord? Alors comme vous remarquez, si je prends n'importe quel point de l'ellipse, alors prenons par exemple le point, donc c'est l'ellipse, comme nous avons déjà dit, les deux foyers F et F', les deux extrémités ou bien le segment reliant les deux extrémités de l'ellipse, c'est le grand axe, c'est 2A, d'accord? Donc c'est 2A. Et entre l'origine de l'ellipse et l'un des extrémités est appelé le demi-grand axe, c'est A, petit a. D'accord? Donc si je prends n'importe quel point, d'accord, n'importe quel point, on remarque que, supposons le point F, ou bien le point M. Alors, si je prends le point M, donc F' M plus F à M est égal, voilà, donc F M plus F' M est égal à 2A. C'est le grand axe. Alors revenons à la première loi de Kepler. Donc nous avons déjà annoncé la première loi de Kepler. Donc les planètes décrivent autour du Soleil des ellipses dont le Soleil est l'un des foyers. Ça veut dire que le Soleil occupe l'un des foyers. D'accord? Donc c'est le Soleil. Et les planètes tournent autour du Soleil suivant une trajectoire elliptique. Bien, donc c'est la première loi de Kepler. Donc prenons deux points, par exemple le point A et le point P. Alors comme vous remarquez, le point A, c'est le point le plus loin du Soleil, alors que le point P, c'est le point le plus proche du Soleil. Donc, la distance entre planète et Soleil n'est pas constante. Donc, le point A, c'est le point le plus loin, ou bien la position occupée par le point A, c'est la position la plus éloignée, et la position occupée par le point P, c'est la position la plus proche du Soleil. Alors, si on veut représenter les vecteurs vitesse, vecteur accélération et vecteur force, ça veut dire la force exercée par le Soleil sur la planète. Donc, on commence par le vecteur vitesse, puis on passe au vecteur force et on retourne au vecteur accélération. Alors, commençons par le vecteur vitesse. Alors, on sait bien que le vecteur vitesse, il y a plusieurs caractéristiques, ou bien il y a des caractéristiques à respecter pour représenter le vecteur vitesse V. Alors bien sûr, le point d'application, c'est le centre de gravité de la planète. Dans ce cas, la direction, c'est la tangente à la trajectoire. D'accord?
c'est la tangente à la trajectoire. Le sens, c'est le sens du mouvement. Et on sait que les planètes tournent autour du Soleil dans le sens, ou bien dans le sens contraire d'une aiguille, de l'aiguille d'une montre. Donc, l'aiguille d'une montre tourne dans ce sens-là, alors que les planètes tournent dans le sens contraire. Donc, le vecteur vitesse, le sens du vecteur vitesse, c'est le sens du mouvement. Donc, voilà, c'est V, vecteur vitesse. C'est bon? Alors, on passe au vecteur, au vecteur force, ça veut dire la force exercée par le Soleil sur la planète. Donc, nous avons déjà vu la force gravitationnelle, ça veut dire la force exercée par le Soleil sur la planète. Donc, elle est toujours dirigée vers le centre de gravité du Soleil. Donc, voilà, c'est V, c'est FSP. Voilà. Donc, c'est FSP. D'accord? Donc, c'est F, S, P. D'accord? Donc, c'est le vecteur force, ou bien la force exercée par le Soleil sur la planète. Alors là, on passe au vecteur accélération. Donc, on va faire plus rapidement la deuxième loi de Newton. Donc, on sait que bien sûr, on commence toujours par le système d'études, bilan des forces, le référentiel d'études et tout ça. Donc, on va respecter les étapes. Donc, le système d'études, bien sûr, c'est la planète, l'objet en mouvement. Donc, c'est la planète. D'accord? Donc, c'est la planète. Le référentiel, puisqu'on parle du mouvement de planète autour du Soleil, donc c'est le référentiel héliocentrique. Bien sûr, supposé galiléen. D'accord? Supposé galiléen. Le bilan des forces. Alors, bilan des forces. Donc, bien sûr, il y a plusieurs planètes autour du Soleil. D'accord? Alors, il y a plusieurs planètes, mais on néglige les forces exercées par les autres planètes sur le planète de notre étude devant la force exercée par le Soleil autour sur la planète. Alors, bilan des forces, c'est alors la seule force qui s'exerce sur la planète, c'est FSP. Alors, c'est FSP, donc le bilan des forces, c'est FSP. Et bien sûr, application, alors on applique, application de la deuxième loi de Newton. D'accord? Donc, la deuxième loi de Newton, c'est la somme des forces extérieures égale M à G. Mais je dois faire attention à la masse. Quelle masse je dois prendre? Donc, c'est la masse de la planète. Ça veut dire l'objet en mouvement. Donc, d'accord? Donc, c'est la masse de la planète. Bien. Alors, puisque la seule force qui s'exerce sur la planète, c'est FSP. Donc, FSP égale M à AG. Donc, d'après cette relation, on peut conclure que FSP et AG sont proportionnels. Ça veut dire que AG, puisque FSP est dirigé vers le centre de gravité du Soleil, alors que A aussi est dirigé vers le centre du Soleil. Donc, voilà. Donc, c'est AG. C'est le vecteur accélération. C'est bon? Donc, on peut dire que FSP et AG sont centripètes. Donc, la planète
est en mouvement autour du Soleil suivant une ou bien une trajectoire elliptique. Mais comme vous voyez, on remarque que les vecteurs vitesse, vecteur accélération et la force exercée par le Soleil sur la planète ne sont pas constantes. Alors elles sont variables. Donc, prenons par exemple la force qui s'exerce par le Soleil sur la Terre. Donc, plus la planète s'approche du Soleil, plus FSP augmente. Même chose pour la vitesse. Alors, plus la planète s'approche du Soleil, plus sa vitesse augmente. Donc, on peut dire que au point P, les trois grandeurs ont la plus grande valeur. Donc, passons à la deuxième loi de Kepler ou bien la loi des airs. Donc, comme nous avons déjà vu dans la première loi de Kepler, donc les planètes tournent autour du Soleil suivant des trajectoires ou bien suivant une trajectoire elliptique et le Soleil occupe l'un des foyers. La deuxième loi de Kepler, donc voilà, c'est la deuxième loi de Kepler, donc le segment de droite reliant le Soleil à la planète balaye des aires égales pendant des durées égales. Alors, le segment de droite, donc voilà, c'est le segment de droite reliant le Soleil et la planète. Donc, supposons que la planète occupe la position M1. Alors, le segment de droite balaye l'air, supposons A1. Alors, la planète se déplace de M1 à M2 à une durée delta T. Alors, prenons un troisième point, supposons M3 et M4. Donc, le segment de droite balaye l'air, supposons A2, à une durée delta T'. Alors, lorsque delta T égale delta T', A1 égale A2. Ça veut dire que la planète, ou bien le segment de droite reliant le Soleil à la planète, balaye des aires égales pendant des durées égales. Donc, c'est la deuxième loi de Kepler. Donc, nous avons déjà vu que plus la planète s'approche du Soleil, plus sa vitesse augmente. Donc, comment je peux montrer que la vitesse de la planète n'est pas constante durant son mouvement? Alors, d'après la deuxième loi de Kepler, nous avons vu que dans des durées égales, on a des aires égales. Ça veut dire A1 égale à A2. Et comme vous remarquez, la distance M1, M2 est inférieure à la distance M3, M4. Donc M1, M2, et n'oubliez pas l'arc de cercle, est inférieur à M3, M4. Donc si je divise par le temps, ça veut dire sur delta T, puisque les durées sont égales, donc la distance sur le temps, c'est la vitesse moyenne. Donc, c'est la vitesse moyenne entre M1, M2 est inférieure à la vitesse moyenne entre M3, M4. Donc, on peut conclure que la vitesse de la planète autour du Soleil n'est pas constante. Donc maintenant, on passe à la troisième loi de Kepler, ou bien la loi des périodes. Donc l'énoncé de la loi, c'est le rapport du carré de la période de révolution T par le cube du demi-grand axe A est le même pour toutes les planètes. C'est-à-dire que T carré sur A cube égale une constante. Alors comment on peut expliquer cette loi? Donc si on prend par exemple, si on prend le Soleil, donc, c'est le Soleil. Donc, autour du Soleil tourne
plusieurs planètes. D'accord? Prenons P1, la planète 1, planète 2, planète 3, et ainsi de suite. Donc, la période de révolution de chaque planète est différente à l'autre. Donc, si on prend par exemple la période de révolution de la Terre est différente à la période de révolution du Mars, et ainsi de suite. Même chose pour le demi-grand axe, ça veut dire A, selon l'approche de la planète au Soleil. Ça veut dire que chaque planète possède un demi-grand axe différent. Mais le rapport T1 au carré sur A cube 1 égale T2 au carré sur A2 cube égale T3 au carré sur A2 A3 cube égale une constante. D'accord? Donc chaque planète possède une période de révolution, un demi-grand axe différent à l'autre planète, mais le rapport T1 carré sur A1 cube reste constante. Donc c'est la troisième loi de Kepler ou bien la loi des périodes.